Bonsoir à tous, c'est la suite de notre Mediapart Live consacré au bal des espions. Après avoir parlé des mythes, fantasmes et réalités des infiltrations russes dans le royaume du secret, on va s'intéresser aujourd'hui et maintenant au 7e art, au monde du cinéma et comment il peut raconter, digérer, fantasmer lui aussi peut-être le monde du renseignement à la faveur d'une série qui a beaucoup fait parler, beaucoup fait couler d'encre depuis quelques années, une série française qui s'appelle Le Bureau des légendes. Alors on a un invité ce soir, Yves Trottignon, bonsoir. Bonsoir. Qui est un ancien cadre de la DGSE, un ancien diplomate, aujourd'hui consultant et enseignant à Sciences Po, et qui est l'auteur d'un ouvrage, Politique du secret, regard au pluriel sur le Bureau des légendes. Alors, avant d'en parler avec vous, Yves, on va regarder une petite vidéo, un entretien que le créateur du Bureau des légendes, Éric Rochant, a gentiment accepté de nous consacrer à Raphaël Mailly et Mathieu Suc, que vous venez de voir et que vous reverrez après dans l'émission. On regarde tout de suite Éric Rochant et après on en discute en plateau. Monsieur Rochant, on dit souvent que la réalité dépasse la fiction. Dans le cas du Bureau des légendes, la fiction anticipe régulièrement la réalité. Dans la 2e saison, vous brossez le portrait d'un djihadiste qui va ressembler à Rachid Kassim, qui n'était pas encore connu. Et la 4e saison que vous êtes en train de monter s'intéresse à la Russie, alors que l'affaire Skripal a éclaté au niveau mondial et que récemment et plus localement, l'Obs ou Mediapart ont révélé qu'il y avait eu des tentatives de tamponnage d'espions russes en plein Paris. Donc ma question c'est comment choisissez-vous le thème de chacune de vos saisons, puisque c'est plutôt bien inspiré. Alors d'abord on lit beaucoup les journaux, on lit beaucoup l'actualité, on les analyse aussi, on essaie de faire pas de la prospection et on essaie de s'intéresser à ce qui est le plus d'actualité, mais une actualité qui ne serait pas ponctuelle, c'est-à-dire qui couvrirait plusieurs années. Il y a des sujets dont on sait parfaitement qu'ils ne seront pas réglés en 2 mois. Donc c'est vrai que le conflit en Syrie, Irak, la lutte contre Daesh, on savait parfaitement que c'était pas, enfin, même si on a pu croire à un moment donné que ça allait être réglé rapidement, on savait très bien que c'est un truc qui ne se règle pas. Si on ne voulait pas prendre de risque, on parlerait du conflit israélo-palestinien, donc on saurait qu'on serait toujours d'actualité, donc c'est ça qui est bien. Il y a certains conflits, des nœuds géostratégiques et en géopolitique qui malheureusement ne seront pas réglés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'arrivée de la Russie, enfin le retour de la Russie sur la scène internationale s'est dessiné il y a 2-3 ans. On pouvait déjà en voir le vrai retour, hein. On pourrait en voir les prémices, mais l'entrée de la Russie dans la guerre en Syrie a été vraiment le point important qui montrait le vrai retour de la Russie, et d'ailleurs qui a été plus ou moins concomitant avec le retour de la mauvaise relation entre les Russes et les Américains, et d'ailleurs même les Français et les Anglais. Tout ça préparé par l'Ukraine. Donc voilà, donc le retour de la Russie, c'était quelque chose qui allait arriver, qui manifestement ne va pas repartir. La Russie est présente, de nouveau présente sur la scène internationale, et va pas partir avant longtemps. Donc c'est quelque chose avec lequel on doit traiter. Tout ça, c'est pareil que par exemple l'intelligence artificielle, dont on parle beaucoup dans la saison 4, et la cyberguerre, les cyberconflits, la cybersécurité dont on parle dans la saison 4, c'est quelque chose qui évidemment est en point depuis un certain nombre d'années et devient probablement beaucoup plus prégnant maintenant, et c'est pour ça qu'on en parle. Donc en fait, il n'y a pas d'anticipation, on n'essaye pas de courir après l'actualité, en fait on essaie juste de voir quels sont les points qui peuvent couvrir plusieurs années, qui sont des lames de fond, qui sont des fractures un peu telluriques. Du coup, en parler nous met à l'abri d'une certaine manière des aléas de l'actualité, plus ou moins. Et puis on aime bien aussi, et c'est l'intérêt de faire une série d'espionnage, on aime bien parler des choses les plus profondes. Et on n'a pas envie de rester collé à des choses ponctuelles, des petites historiettes, ce qui nous ramènerait plus dans le polar, où
Ce qui est intéressant dans les romans d'espionnage, mais comme dans les films d'espionnage, c'est que tout d'un coup on parle de choses très, très grosses qui concernent des pays, qui sont plusieurs nations, plusieurs pays et plusieurs années. Donc voilà, on parle de choses plus profondes. Et du coup, alors évidemment, nous après, il faut qu'on traduise ça en histoire, il faut qu'on traduise ça en personnages, en histoire qui implique émotionnellement des personnages. Mais le choix des thèmes se fait en particulier en réfléchissant à ce qui peut être des thèmes de fond. Voilà. Donc le conflit au Moyen-Orient, qui n'est certainement pas terminé, nous amène à faire des analyses, par exemple. Alors après, qu'on essaie de croiser avec les analyses qu'on peut lire à droite à gauche, mais nous amène à faire des analyses qui fait que la fin de Daesh, tout le monde le sait, ne réglera pas le problème. Il y aura des nouvelles figures de Daesh, il y en a déjà quelques-unes qui apparaissent. Et en fait, le problème du conflit chiite-sunnite dans cette région est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus tellurique qui fait qu'on n'a pas besoin de courir après l'actualité à en parler, quoi. Où puisez-vous vos sources d'information, enfin votre inspiration plutôt? Tout à l'heure, vous nous avez mentionné, et vous le faites souvent dans vos entretiens, des romans d'espionnage, des films. Voilà, quelle est la part, que ce soit vous-même ou votre équipe? Est-ce que c'est de la source ouverte, le traitement du suivi de l'actualité, de la fiction? On y viendra à la question sur la DGSE, bien sûr, mais comment ça s'organise tout ça? Nos sources d'inspiration, c'est 80% de journalisme, 80% d'investigation et de journalisme, ça c'est sûr. Et il y a très peu, en fait, un petit pourcentage de romans, parce qu'en fait, les romans, on les a intégrés, l'ambiance, les romans les plus sérieux, comme ceux de John le Carré ou comme ceux de Robert Littell, on les a un peu intégrés, comme ceux de Graham Greene, évidemment, comme ceux, voilà. Ceux-là, on les a intégrés, donc c'est plus notre culture, plus que des inspirations. Donc l'actualité énormément et l'expertise très peu, sauf sur des sujets très précis. Par exemple, on était amené à rencontrer des experts sur le langage des djihadistes, le type d'arabe, le type de langage qu'ils pouvaient utiliser. On a été amené, là par exemple, cette année, à rencontrer des experts en intelligence artificielle, parce que moi j'avais besoin de comprendre comment ça fonctionnait. Enfin voilà, là c'est des trucs techniques qui n'ont rien à voir en fait avec les services de renseignement, c'est à voir avec les sujets qu'on traite. De la même manière que pour la saison 2, on a été amené à rencontrer une ou deux personnes qui connaissaient bien la jeunesse dorée iranienne, qui nous permettaient de corroborer ou pas un certain nombre d'intuitions qu'on pouvait avoir. Voilà, des chercheurs comme Hugo Micheron nous ont permis de mieux appréhender. Lui, on avait fait appel à lui en fait, pour qu'il nous aide à faire parler les djihadistes de manière réaliste. C'est-à-dire, voilà, pas qu'on commence pas à fantasmer sur les choses. Et évidemment, grâce à lui, on s'est ouvert à une réalité que les gens connaissent pas bien, mais qui fait l'objet d'études extrêmement sérieuses. Je présente Guillaume de Bailly, que vous connaissez mieux sous le nom de Malotru. Bienvenue au bureau des légendes. On va évacuer maintenant la fameuse question sur le rôle qu'on peut prêter ou pas à la DGSE. Quelle est leur intervention? Comment ils vous aident? En fait, c'est plus simple et plus flou que ça. En fait, la première fois que j'ai été les voir, c'était pour les prévenir que j'allais faire une série sur eux. Donc j'avais envie de faire une série sur la DGSE. J'étais juste les prévenir, leur dire voilà, je vais faire ça. C'est normal que je vous le dise, quoi. Et il se fait qu'il m'avait plutôt à la bonne grâce aux Patriotes pareil, qu'ils utilisent quelques extraits des Patriotes pour les besoins de formation. Intégralement à leur stagiaire. Voilà. Donc il m'avait plutôt à la bonne, donc il y avait plutôt une relation de confiance, il savait que j'allais pas dire des conneries sur les services de renseignement. Bon. Et après, il y a une relation comme ça de respect mutuel qui s'est créée entre nous. Évidemment, moi j'avais quand même besoin, j'aurais pu le faire, mais je me voyais pas faire une série sur la DGSE contre la DGSE, de la même manière qu'on ne va pas faire une série sur les sapeurs-pompiers contre les sapeurs-pompiers. Voilà, ça me paraît pas tout à fait pertinent. Donc je ne me voyais pas faire ça, donc j'ai juste essayé d'avoir une bonne relation avec eux, ce qui du coup, peu à peu, c'était une relation de respect mutuel, c'est transformé en une relation de confiance. Et du coup, voilà, effectivement, non seulement on utilise leur logo, mais ce sont les premiers, on fait une projection à la DGSE des premiers épisodes, ils les ont en avant-première, parce que ça les touche aussi, ça parle d'eux, ça parle de leur vie quotidienne dans les bureaux. Et donc, voilà, mais on pourrait faire ça si je faisais une série sur la radio, sur une grande radio, et que je me permettais, par exemple, de partir de Radio France, je leur montrerais aussi, parce que c'est les gens concernés, c'est une sorte de respect. À part ça,
J'espère, enfin, à part ça, là-dessus, il y a peut-être un jeu de chat et la souris, c'est-à-dire que la série, commençant à avoir du succès, peut finalement, il peut y avoir des effets pervers qui peuvent aller contre la DGSE ou contre la série elle-même, c'est-à-dire des fois, ce qu'on raconte, ce qu'on invente dans la série peut faire croire aux gens que c'est vrai, et ça peut être un problème pour la DGSE, ou peut faire croire aux gens que c'est la DGSE qui nous a livré des trucs, mais en fait, il y a toujours vraiment, et heureusement, pas une muraille de Chine, mais on n'a jamais été demandé à la DGSE de nous raconter des histoires, à aucun moment, et d'ailleurs, ils nous racontent absolument rien. Et je suis assez content qu'ils nous racontent rien, parce que j'aurais vraiment la trouille que les mecs de la DGSE commencent à me raconter des choses. C'est-à-dire que normalement c'est secret. Donc j'attends d'eux qu'ils restent secrets. Et quand il y a des anciens types de la DGSE qui veulent venir me voir pour me raconter des choses, j'ai pas trop envie de les écouter, parce que en fait j'ai plus envie d'inventer mes propres histoires, quitte à ce qu'elle se greffe sur la réalité, et qu'avec un peu de bon sens, elle ressemble à la vérité, plutôt que de raconter des trucs qu'on m'aurait racontés. Mais cela dit, heureusement, je rassure tout le monde, nos services de renseignement gardent le secret sur ce qu'ils font, et tant mieux. À part ça, il n'empêche que quand, de temps en temps, je vais à la DGSE pour visiter pour rencontrer telle ou telle personne, afin de parler un peu, effectivement, quand vous dites ils ont le droit de regard, non, ils lisent les scénarios, ça c'est clair. Quand on dit vraiment des très très grosses conneries dans nos scénarios, ils nous le disent, c'est-à-dire qu'ils nous disent ça, c'est un peu, vous faites-le, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Ils nous disent pas comment on fait, comment ils font, mais ils disent c'est pas comme ça. Donc très bien. Et puis sur les films, ils aiment ou ils aiment pas, mais enfin ça s'arrête là. Mais n'empêche que quand je suis amené à rencontrer par exemple quelqu'un de la DGSE, évidemment on pique tout ce qu'on peut piquer. C'est-à-dire évidemment les cravates du personnage, on les a piquées sur on pique tout ce qui est visible, tout ce qui nous montre malgré eux, leur façon de parler, de l'un ou de l'autre, le genre de l'une ou de l'autre. Voilà, quand j'ai été la première fois dans la cour de la DGSE, je me suis rendu compte que les gens étaient habillés, enfin c'était pas des oraux quoi, il y avait des mecs en jogging qui faisaient le jogging, il y avait des types en cravate, il y avait des types, des espèces de geeks en basket, et ça m'a vachement inspiré. Je me suis dit ah oui en fait la DGSE, les gens sont comme nous quoi, et ça a été très inspirant. Donc en gros voilà, on s'inspire d'une maison ultra secrète, on essaie de la regarder le plus possible pour faire marcher notre imagination. Comment voyez-vous l'avenir pour votre pays, la Syrie? J'essaie de travailler pour qu'il soit moins sombre. Vous ne montrez jamais l'immixtion du politique, de la diplomatie, les contingences et les contraintes que ça peut avoir, y compris sur les services. Alors j'imagine que c'est un choix parce qu'on ne peut pas tout montrer. Est-ce que c'est quelque chose, par exemple là, on arrive sur la Russie, est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir arriver dans la prochaine saison? Jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on a un peu essayé de mettre des parlementaires ou de mettre des diplomates, de parler du contrôle une sorte de contrôle parlementaire des services de renseignement. À chaque fois, en fait, on a au niveau narratif, on a versé dans des choses que les gens ont déjà vues, sur le politique. Bon, par exemple, il y a Baron Noir sur le politique, et des trucs comme ça. Et donc, en fait, c'est pas tellement ce qui fait la spécificité de la série. Et à chaque fois qu'on verse là-dedans, parce que c'est une réalité, des fois dont on a envie de parler, mais finalement, on verse dans un truc qui nous intéresse un peu moins. Donc, en fait, l'occasion fera le larron et on verra bien si à un moment donné, on a envie d'en parler. J'ai l'impression qu'on sait qui je suis, qu'il va m'arriver quelque chose. Il faut que je m'éjecte très vite, avant qu'il soit trop tard. Phénomène, donc le personnage interprété par Serge Agerodo, est quand même l'officier, l'infiltré le plus cramé, démasqué, les services iraniens, les services israéliens. On a le numéro 1 du service qui va mourir en opération, le numéro 2 qui trahit, l'un d'autre qui va se faire estropier. Est-ce qu'à un moment, il va avoir un contrôle interne à la DGSE du service qui a des difficultés de fonctionnement Ah bah ça c'est effectivement une grosse partie de la saison 4. La saison 4, c'est une grosse partie, c'est-à-dire là tout d'un coup, on va quand même commencer à mettre le nez dans ces affaires qui ont quand même mal tourné pendant 3 saisons. Il est temps d'y mettre de l'ordre. Et c'est un acteur assez prestigieux qui est Mathieu Amalric qui va incarner qui va incarner d'une certaine manière notre ennemi, puisqu'il va vouloir nous remettre tous à l'ordre, donc nous mettre dans les rangs. On n'a pas envie d'être dans les rangs parce qu'en fait
Les séries comme les films ne fonctionnent qu'en cas de crise. Quand tout va bien, on n'a rien envie de raconter. Les crises permettent d'éclairer des lignes de fracture qui étaient invisibles. Donc il faut mettre nos milieux en crise à chaque fois. Les milieux qu'on a envie de décrire dans les séries, il faut les mettre en crise. Les personnages qu'on a envie de décrire, il faut les mettre en crise. Donc c'est toujours à l'occasion des crises qu'on raconte des bonnes histoires. Mais c'est vrai que du coup, celui qui veut mettre fin à la crise est toujours notre ennemi narratif. Voilà, donc là, il était temps effectivement d'aborder la question. J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions. J'ai manipulé des agents. Les relations que vous décrivez entre la DGSE et la DGSI sont plutôt pacifiées et efficaces. C'est un choix parce que c'est quand même, ça pourrait être un vecteur narratif de tension tout à fait intéressant. C'est un choix parce que vous pouvez pas tout traiter. Vous allez y venir plus tard. On est obligé de parler de la DGSI dans la mesure où quand même une grosse partie des activités de la DGSE, c'est quand même l'antiterrorisme. Alors c'est l'antiterrorisme à l'étranger, c'est-à-dire prévenir tout ce qui peut arriver sur le sol, sur le sol national, et la DGSI s'occupant de la défense du sol national à l'intérieur. Bon. Mais ils travaillent entre eux. Donc nous, on aimerait bien, par exemple, c'est vrai que c'est peut-être un fantasme, j'en sais rien, mais on aimerait bien qu'ils travaillent super bien ensemble. On aimerait bien que ça marche bien, qu'ils s'échangent des informations, sachant que chacune des deux entités ont aussi des intérêts et puis des secrets propres à leur travail. Voilà. Maintenant, nous, on s'occupe de la DGSE, donc on parle de la DGSI toujours dans le prisme, enfin, avec le prisme de la DGSE. Et c'est vrai pourquoi on ne parle pas trop des dysfonctionnements qu'il pourrait y avoir entre les services? Parce qu'au bout du compte, c'est un peu facile, ça a été fait. Et je crois qu'en fait, c'est de la même manière, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller chercher ce genre de choses pour mettre de l'attention. En fait, on peut mettre de l'attention avec ce qu'il y a réellement. Et comme nous, on essaye d'être très réaliste, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème qui survient, on essaye de le traiter de manière réaliste. Le problème lui-même peut être extraordinaire. On a toujours, la réalité, c'est toujours une succession d'événements absolument incroyables que personne n'a jamais prévus. Mais la réalité, c'est qu'on les traite de manière réaliste. Voilà. Donc les événements qui arrivent peuvent être extraordinaires, mais la manière de les traiter est plutôt réaliste. Et je ne crois jamais à ce que je suis évidemment totalement étranger à toute théorie du complot et aussi toute théorie du dysfonctionnement majeur, et que je vais pas chercher des trucs secrets. Enfin, c'est plus simple que ça et en même temps plus compliqué. C'est parce que c'est plus simple qu'en fait c'est juste plus réel, et les problèmes qui peuvent se poser sont des problèmes vraiment logistique, pragmatique, réel. Il peut y avoir des conflits entre les services. Évidemment, il y en a eu. D'ailleurs, on le sait. Dans la lutte contre le terrorisme, il y a eu des conflits parce que les structures mises en place étaient faites dans le mauvais sens, et d'ailleurs pour des raisons politiques. Mais là, en fait, il ne me semble pas que ça soit très intéressant, ni en fait pertinent, de mettre la lumière sur les dysfonctionnements qu'il peut y avoir entre DGSE et DGSI. Il est français. Le bourreau, il est français. Messieurs, la France ne peut pas être la vitrine mondiale de la barbarie. Qu'est-ce que vous pensez quand, dans l'actualité et au lendemain des attentats, des critiques portées par nous, par la presse, sur les services de renseignement, des hommes politiques qui réclament ou font X réformes, voilà. Quel est le regard que vous portez d'amateurs éclairés, encore une fois, sur la situation, sur le monde du renseignement à l'heure actuelle? Ce qui est sûr, c'est que le Bureau des légendes est arrivé à un moment, le hasard a fait ça, est arrivé à un moment, donc voilà, on était en train de tourner la deuxième saison quand les attentats, quand il y a eu l'attentat de Charlie, c'était la première, et bon, l'attentat 13 novembre, c'était la deuxième, à un moment critique, dramatique, où finalement la France a été attaquée, et où je pense les gens ont commencé à de nouveau avoir envie que leur service secret marche, fonctionne. Les temps de paix, tout le monde s'endort un peu, et c'est vrai que là, malheureusement, les événements dramatiques ont fait que tout d'un coup on avait envie que ça fonctionne. Donc on leur demande, alors qu'avant, les services secrets, la DGSE c'était le Rainbow Warrior, la DGSI, enfin la lutte antiterroriste c'était les Irlandais de Vincennes, donc c'était un peu toujours des trucs qui fonctionne pas bien, c'est le bordel, ça marche pas bien, alors que le Mossad, la CIA, le KGB, le MI5, c'était génial, voilà, bref. Donc là, tout d'un coup, on s'est dit non, quand même, on aimerait bien que ça marche, donc on leur demande. On a envie d'avoir confiance en eux. Et donc il y a un regain d'intérêt, et il y a une nouvelle demande angoissée vis-à-vis des services secrets. Donc c'est vrai que le Bureau des légendes est arrivé à ce moment-là et a permis
en tout cas pas permis, mais en tout cas est arrivé à ce moment où il y avait un renouveau d'intérêt pour les services secrets et finalement une envie de les respecter leur travail. Alors les critiques, c'est normal les critiques. Moi ce que je trouve plutôt soit amusant, soit désolant, c'est que les gens en demandent trop aux services secrets, etc. Ça je comprends, quand on est pris par l'émotion, on a envie que ça marche, on a envie qu'est-ce qu'ils foutent, etc. Bon, quand tu as un type qui fait un attentat, on se dit mais attends, mais il le suivait, il le connaissait, comment c'est possible, etc. Ce que je trouve plutôt désolant, c'est que les hommes politiques font de la politique politicienne là-dessus et commencent à faire des critiques qui sont ridicules. Tout le monde le sait, mais enfin, entre eux, ils le savent. Ce qui est terrible, c'est qu'ils font croire aux gens que leurs critiques sont pertinentes. Entre eux, ils savent parfaitement que leurs effets de manche à la télévision en disant les fichiers S, faut tous leur mettre un bracelet électronique, enfin, ça n'a pas de sens. Et tous les experts le savent et les politiques eux-mêmes le savent. Donc en fait, ce qui me désole, c'est que ça donne l'occasion à la plupart des hommes politiques, des partis d'opposition ou pas d'ailleurs, de finalement d'être un peu crétins, voilà, et de nous prendre pour des crétins. C'est-à-dire qu'en fait, on nous prend un peu pour des crétins. En utilisant notre émotion, nous, on a le droit de gueuler et de dire n'importe quoi, mais eux, un peu moins quand même. Donc voilà. Donc je trouve que, franchement, même après l'attentat de Nice, par exemple, je trouve que les politiques n'ont pas été à la hauteur de ce qui se passait. Et faire de la politique politicienne, faire même de la politique électorale sur ce type d'événement et exiger des trucs dont ils savent parfaitement que ça n'a pas de sens, je trouve que c'est un peu de prendre pour des idiots. Pour finir, après la réalité et la fiction, une question médiapartienne. Dans la première saison, vous faites dire au service algérien ne dites rien à la DGSE, sinon tout va se retrouver dans Mediapart. D'où ça vient Mediapart a été donc c'est tout de suite posé comme un média un peu iconoclaste, un média d'investigation, attirant toutes les fuites possibles, tous les lanceurs d'alerte, les fuites, les fouteurs de merde. Bon voilà, donc c'était une manière de parler de Mediapart comme faisant partie de la réalité maintenant du journalisme, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Eh ben, on remercie Éric Rochon non seulement pour le clin d'œil à Mediapart, mais de l'entretien qu'il a accordé à Mathieu Sucre et Raphaël Mailly pour le Mediapart Live. Alors, on est, comme je le disais tout à l'heure, avec Yves Trottignon. On va essayer de confronter la fiction au mur du réel, à la vérité, puisque Yves, vous êtes non seulement l'auteur aux presses universitaires de France de Politique du secret, qui est en fait un regard, une analyse sur le bureau des légendes par le prisme de votre, notamment, propre expérience, qui est celle du spectateur avisé, puisque je le disais tout à l'heure, vous êtes aujourd'hui consultant et enseignant à Sciences Po, mais avant cela, vous avez été diplomate et surtout cadre de la DGSE, donc des services secrets extérieurs français. Alors pour commencer, je voudrais juste briser une croyance. J'ai lu ça, dans une note de bas de page. Alors on sait qu'une note de bas de page et les marges... c'est ce qui tient les pages, comme disait Godard, sur le terme agent. Vous dites quelque chose qui a une croyance répandue, que le mot agent, en fait, c'est l'officier de renseignement. Mais non, c'est pas ça. Est-ce que vous pouvez dynamiter l'aqueduc de nos certitudes là-dessus ? Je peux la redynamiter pour la 20e fois. Un agent, c'est une source. L'agent, c'est la source. L'agent, c'est la source. C'est pas l'espion. L'espion à la DGSE, on l'appelle un officier traitant. Et d'ailleurs, quand vous écrivez un compte-rendu, tradition française d'écrire des comptes rendus, on dit l'officier traitant a rencontré machin ou machine, qui est désigné par son pseudonyme, en l'occurrence Phénomène par exemple, ou voilà, au truc que vous voulez. Et l'agent, c'est la source. Et donc on manipule un agent, comme dans un laboratoire de chimie. On manipule un agent pour obtenir un effet, en l'occurrence obtenir du renseignement. Donc, un agent n'est pas un fonctionnaire. C'est message de l'auteur. L'agent n'est pas un fonctionnaire. Alors, Yves Trottignon, vous racontez dans cet ouvrage, c'est une série d'ouvrages sur les séries, Presse universitaire de France, et presque j'ai compris, ça vient clore d'ailleurs ce que les PUF ont fait depuis maintenant 2012. Alors, vous écrivez au sujet d'Éric Rochon, qu'on vient de voir, et du Bureau des légendes, qu'il a une remarquable, je vous cite, compréhension des logiques de renseignement, et qu'il est l'auteur d'une série, je vous cite à nouveau, ouvrez les guillemets, proche du réel, et en même temps, presque hors sol.
Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans cette tension du en même temps qui a été captée maintenant par la parole présidentielle, mais quand même. Et en même temps. Il l'a dit lui-même, il s'extrait du politique, il écarte l'actualité au profit de crises de long terme. On peut parler de la Syrie, on peut parler de la Palestine, des tensions avec la Russie. Sa compréhension, ce qui est admirable, c'est qu'elle n'est pas théorique. D'ailleurs, il n'évoque jamais en interview des travaux scientifiques ou universitaires, qu'il a peut-être lus, mais dont il ne parle pas. En revanche, on l'a entendu à l'instant, il parle des grands auteurs anglo-saxons, Robert Little ou John le Carré sur le renseignement, et ça lui donne une compréhension qui est plus qu'intuitive, sans être scientifique, des logiques de renseignement. Et en même temps, sa série n'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Ça n'est pas, le Bureau des légendes n'existe pas comme ça. Il le dit lui-même grâce à Mathieu Sucre qui pose la question qui fâche. Le Bureau des légendes est une structure dysfonctionnelle. Vous êtes directeur général de la DGSE, directeur du renseignement, et effectivement, au bout de 3 saisons, pardon pour le spoil géant qui va arriver, mais tout est un échec. Les opérations, celles qu'on nous montre en tout cas dans la série, sont toutes à un moment donné des échecs. Phénomène est grillé une première fois. Alors, Phénomène, pour ceux qui n'ont pas regardé... Sarah Giraudot, donc infiltré auprès des services iraniens, en Iran pour travailler sur le fameux programme nucléaire. Infiltré, c'est un officier clandestin, quoi. En l'occurrence, oui. C'est l'essence même de la série, c'est-à-dire qu'il y a une légende, c'est une fausse identité. Une fausse identité lourde. Voilà, c'est une fausse vie, quoi. C'est une fausse vie, une vraie fausse vie, une fausse vie compliquée, et pas quelque chose qui relèverait uniquement du passeport que vous auriez maquillé pour passer une frontière. Donc elle se fait... 2 fois. 2 fois. 2 fois en 2 saisons, démasqué. Le chef du Bureau des légendes meurt en opération en faisant quelque chose qu'il n'avait pas le droit de faire pour sauver le meilleur des meilleurs du Bureau des légendes, qui est par ailleurs un traître. Le chef, c'est Jean-Pierre Daroussin avec ses cravates chatoyantes. Disons ça comme ça. Ouais. Malotru, donc Mathieu Kassovitz, et cette espèce d'épée, de légende du Bureau des légendes, le meilleur des meilleurs, présenté comme le successeur putatif de Daroussin, qui a menti. La série commence sur un mensonge de Malotru à sa contrôleuse, qui est la fameuse Marie-Jeanne. Il a menti, il revient avec ses mensonges à Paris, gère ses mensonges, commet pour les défendre un certain nombre d'erreurs qu'il tente de corriger en faisant d'autres. Et comme le disait très bien Rochant, sur une vraie mécanique de narration, les crises s'enchaînent et ne se résolvent jamais, elles ne font que s'accumuler. Au final, à la fin de la 3e saison, tout est un échec. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est pas réaliste, parce que dans la vraie vie des espions, il y a un contrôle, qu'est-ce qui se passe face à des événements tels qu'ils sont racontés dans le Bureau des légendes et sur Canal ? Est-ce qu'on fait rentrer une psychiatre qui est jouée par Léa Drucker ? Est-ce qu'on la fait rentrer dans le sein des saints du renseignement humain de la DGSE, manifestement sans avoir passé le moindre test ou le moindre contrôle ? La réponse est non. Demandez aux candidats contractuels qui rentrent au service actuellement par quels affres ils passent en termes de contrôle, de concours, d'oral, de suroral, d'entretien d'évaluation. Est-ce que Sisteron, qui commet une erreur majeure à Alger dans la première saison, dont on coupe le pied en Syrie dans la 2e saison, est-ce qu'on le revoit sur le terrain ? Est-ce qu'on ne le met pas ailleurs ? Est-ce qu'on ne l'aère pas à un moment donné ? Est-ce qu'on ne l'extrait pas ? Donc, ce que je voulais dire par hors-sol, c'est que la série m'évoque The Shield, la fameuse série américaine sur un commissariat fictif, d'un quartier fictif de Los Angeles, qui met en avant des histoires d'enchaînement permanent, qui partent d'un péché originel qui est un braquage fait par des policiers corrompus. On vous montre la police américaine violente, corrompue de Los Angeles. On montre les arrestations, on montre le quotidien dans un quartier avec des vraies tensions ethniques ou communautaires, les problèmes de moyens. Et ça n'est pas un documentaire. C'est d'abord un récit divertissant. Ce qui, à mes yeux, est le Bureau des légendes. C'est un récit divertissant qui voit très bien le renseignement et qui ne doit pas être présenté comme un documentaire. Alors, votre ouvrage s'appelle « Politique du secret » et vous l'avez dit, notamment quand vous commencez à répondre sur la question hors sol. Notamment, ça n'est pas réaliste parce qu'on ne voit pas, et Mathieu Sucre en a parlé avec Éric Rochant, on ne voit pas le poids, même si vous allez me corriger si je me trompe, mais la verticalité même de la structure politique qu'il peut y avoir vis-à-vis de la DGSE, non pas sa suggestion, mais le poids qu'il peut y avoir du politique. Est-ce que ça, c'est un angle mort préjudiciable, entre guillemets, même si, bien sûr, une série est là pour nous divertir, mais pour la compréhension de ce que peut être un service de renseignement comme la DGSE ?
Non, c'est pas préjudiciable. En revanche, ce que la série ne montre pas, c'est le monde interlope qu'il y a autour des services de renseignement. Ceux qui voudraient y rentrer et qui ont été rejetés, ceux qui, comme moi par exemple, j'espère ne pas être interlope, mais ceux qui n'en sont plus et font croire qu'ils ont encore des connexions pour obtenir des contrats, une reconnaissance professionnelle quelconque. Vous savez que ce que disait tout à l'heure Éric Rochon était un peu injuste sur la DGSE, dont on s'occupe depuis le 11 septembre, et pas depuis 3 ans, mais avant le 11 septembre, moi j'ai connu ça en tant que jeune analyste à la DGSE, le service était marginalisé au sein de l'appareil d'État par les politiques, en toute conscience, au profit de réseaux parallèles. Les otages négociés dans les Balkans dans les années 90, c'est pas la DGSE qui s'occupe de ça. Ce qu'on appelait la diplomatie parallèle. Exactement. Ce qu'on a appelé dans les années 60 des barbouzes. Les fameux barbouzes, hein, ça vient de là. Les négociations sur les otages au Liban dans les années 80 étaient menées aussi bien par les services de renseignement français que par des acteurs ambigus qui tournaient autour de certains hommes politiques, qui faisaient appel à des réseaux parallèles, qui étaient parfois d'ailleurs très efficaces, plus efficaces que ceux de l'État. Il y en a même qui sont devenus préfets après. On le dit. Belle carrière. Des exemples pour nous tous. En l'occurrence, là je dis hors sol, c'est qu'on pourrait même imaginer que la DGSE de la série est une DGSE presque parfaite, de laboratoire, chimiquement pure, qui fait du renseignement, qui n'est pas embêtée par la corruption d'acteurs extérieurs, qui n'est pas embêtée par les interactions extérieures, qui n'est pas embêtée par l'incompétence interne, qui existe comme dans toute administration, qui n'est pas embêtée ou à peine par les querelles de structure, qui sont à peine évoquées dans le service. Et qui sont pourtant très lourdes dans la qui réalité. sont pas très lourdes, mais qui sont réelles. Qui sont réelles comme dans n'importe quelle organisation administrative. La vie de bureau. En pire. En plus gros. En plus gros. Parce que les enjeux sont plus importants, parce que c'est un métier particulier qui fait que ce que fait le voisin est toujours plus intéressant que ce que vous faites vous, et que si vous ne savez pas ce qu'il fait, il faut le savoir. C'est une espèce de défaut propre à ce métier. Le poids d'une bureaucratie interne réel. Fut un temps où ça a été le cas. Le renseignement est un métier de structuration, d'autocontrôle. On a parlé tout à l'heure de pénétration, d'agents doubles, de trahison. C'est la grosse angoisse. Hein. Et de compte-rendu. Et de compte-rendu. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de compte-rendu, c'est un problème dans le monde du renseignement. Tout ce qui n'est pas écrit est un problème, non ? Alors, tout ce qui peut être écrit peut aussi être un problème, mais il faut... c'est un truc qu'on apprend systématiquement, à la fois dans les forces armées, dans les forces de sécurité et à la DGSE, c'est de rendre compte. Pourquoi vous rendez compte à votre hiérarchie ? Parce que votre hiérarchie est supposée en savoir plus que vous, sur d'autres choses qui sont faites ailleurs. Et là où vous pensiez avoir fait quelque chose un coup fumant, par exemple, vous avez simplement mis un bazar épouvantable dans une manipulation, une opération que vous ne connaissiez pas. Donc on rend compte. Alors si on rend compte plus souvent qu'on agit, c'est un problème, ce qui est la paralysie à terme, mais le contrôle est important. Et effectivement, la DGSE, celle que l'on voit dans le Bureau des légendes, n'écrit pas. On voit des dossiers, on voit des rédacteurs de temps en temps, mais ça n'écrit pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de compte rendu analysé. Et on peut imaginer, par exemple, pour un point très technique, peut-être que la manipulation, la trahison initiale de Malotru aurait pu être détectée par Marie-Jeanne si Marie-Jeanne avait étudié ou avait été étudiée elle-même par un bureau de contrôle au-dessus d'elle, en disant « Mais est-ce que tu ne crois pas que tu es trop proche de Malotru, qui te raconte des trucs que tu ne vérifies pas parce qu'il est brillant, séduisant, que sa mission est super ?» Peut-être qu'un bureau derrière aurait pu dire « Marie-Jeanne, je pense que là-dessus, vous êtes candide ou naïve. » Vous dites dans l'ouvrage que, faisant d'ailleurs la distinction entre les cultures de renseignement, par exemple anglo-saxonne et française, à savoir qu'en France, le service à la fois recueille le renseignement et l'analyse, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de nos homologues anglais et son MI6 qui recueillent mais n'analysent pas, ce sont d'autres structures qui le font. Et vous dites un tout petit peu plus loin dans ce même passage qu'au fond, la DGSE de Rochon ressemble plus à une forme de CIA de fiction. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Éric Rochon porte un regard, peut-être pas fasciné, mais très admiratif, sur une DGSE qui est plus belle dans la série qu'en vrai. Certains locaux font rêver. J'ai des camarades encore en activité qui me disaient on aimerait beaucoup que les locaux de contact soient comme ça, ou on adorerait que nos bureaux soient aussi élégants. C'est un point de détail, mais la série, Rochon et ses scénaristes montrent un service tout puissant. Peut-être encore plus puissant qu'il n'est. La DGSE est un système unique. C'est quelque chose qu'on nous disait quand on rentrait. C'est-à-dire qu'elle est à la fois à faire du renseignement humain, à le recueillir, à l'analyser,
du rationnement technique, elle conçoit ses outils, elle agit clandestinement, parfois violemment. On voit les gens du service action dans les saisons, dans les différentes saisons, la saison 1 au Sahara, la saison 3 en Irak et en Syrie. Et donc il y a toujours cette idée que la DGSE, comme entité globale, très très puissante, très cohérente et très élégante, ressemblerait à cette espèce de modèle occidental non assumé qui est la CIA, l'agence des agences, le monstre administratif richissime, hors contrôle. Surreprésenté. Surreprésenté. Dans la fiction. Pour rester dans les angles morts, il y en a un autre qu'on ne voit pas, sauf erreur de ma part, et vous me corrigerez, dans le Bureau des légendes, c'est les questionnements qu'il peut y avoir quasi philosophiques, si je peux me permettre, sur jusqu'où on peut aller, notamment au prisme de la technologie. C'est-à-dire le questionnement, est-ce que c'est parce qu'il n'existe pas ? Alors je connais un peu la réponse. Dans un service comme celui du boulevard Mortier, il ne faut pas dire la piscine. Vous racontez qu'il ne faut pas dire la piscine. Ça, c'est le mot tarte à la crème de ceux qui ne savent pas. Mais du boulevard Mortier, donc de l'agence de services secrets extérieurs français, on ne le voit pas dans le Bureau des légendes, mais on ne peut pas faire le procès au Bureau des légendes. Ça n'est pas un documentaire. Bon, c'est une série de fiction, de divertissement, vous le dites vous-même. Mais est-ce que ces questions sont prégnantes ? La technologie nous dévore, elle permet évidemment des intrusions, mais des atteintes évidentes aux libertés publiques. La DGSE, les services de renseignement font partie de la violence légitime, entre guillemets, de l'État. Mais quels sont les types de débats ? Je ne vais pas vous demander de lever le voile, évidemment, sur des secrets que vous ne pouvez pas révéler, même si on voudrait que vous nous disiez tout. Mais quelle est la réalité de ces questionnements qui peuvent y avoir ? C'est un système qui fait beaucoup d'autocontrôle. Donc les dérives individuelles ou structurelles sont censées être corrigées au-dessus. Si vous avez dans la passion d'une enquête l'idée de faire des choses mal, très mal, et je ne parle pas de code pénal, je parle moralement insupportable, vous êtes censé avoir au-dessus de vous, à un moment donné de la hiérarchie, quelqu'un qui dira « mais vous n'y pensez pas ». Vous n'y pensez pas, parce que tac, 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 tac. Et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un recadrage. On dit à l'agent, à l'analyste, à la source sur le terrain qui a proposé une opération en disant « je pourrais faire ci, je pourrais faire ça », on dit « mais non, il n'en est pas question ». Pour plein de raisons. Il y a la raison morale, évidemment, il y a la raison légale, il y a des conséquences politiques, des conséquences opérationnelles. Si on fait ça, ça va nous échapper, on ne va pas savoir ce qu'on va faire. Le débat technique, il est évidemment d'autant plus important que les moyens sont ce qu'ils sont, les investissements sont ce qu'ils sont, l'évolution technologique est ce qu'elle est. Les questionnements moraux concernant la France sont tranchés d'entrée par la loi. La DGSE fait des choses encadrées par la loi au profit d'autres services français en France, de façon totalement encadrée. Il n'y a pas de micro dans les locaux d'un données satirique, par exemple, le mercredi, par exemple. En tout cas, on n'est pas censé, et peut-être pas ici non plus. En plus, c'était la DST qui les avait posés concernant le Canard enchaîné. Folle jeunesse. C'était les cousins. Des cousins très proches, tout à fait. Dès qu'on quitte le territoire européen, dès qu'on quitte le territoire de l'Union européenne, le monde devient un immense terrain de jeu. Un ancien directeur général me disait il y a quelques années qu'on était des corsaires. C'est-à-dire on avait un comportement de pirate avec des lettres de mission données par... Du royaume. En l'occurrence, le royaume, en l'occurrence, la République. Dans des limites acceptables. Mais je lisais récemment un dépôt de plainte aux Pays-Bas contre le service, contre la DGSE, au sujet d'écoutes téléphoniques ou d'écoutes de communication satellite ou Internet, tout ce que vous imaginez. Bon, c'est à la fois une difficulté pour le service. J'imagine que des gens se mobilisent pour répondre à l'accusation. En même temps, de mon point de vue très personnel, et j'assume la position, c'est absurde. À partir du moment où vous téléphonez, vous utilisez un téléphone ou un moyen de communication et que vous appelez très loin et que votre communication passe au-dessus d'un océan par un satellite ou en dessous par des câbles et que vous avez 25 pays qui sont connectés à ce câble, vous prenez le risque d'être écouté. Et alors, je ne défends pas la violation de vie privée, évidemment, mais tout est capté. Tout est capté, tout est ramassé. Un de mes amis me disait que c'était un métier de prédateur. La formule est géniale, parce qu'effectivement, le directeur général, c'est M. Cousseran, me disait on est des corsaires. Lui me parle de prédateurs, c'est-à-dire qu'on prend ce qui peut être pris, avec la première règle qui est de ne pas faire des choses que vous approuvez vous à titre personnel. Vous avez le droit de refuser des ordres. Vous avez le droit de ne pas faire des choses. On va pas, si on vous dit... On vous le reprochera pas ?
Peut-être qu'on vous le reprochera, mais qu'est-ce que vous avez pour vous à la fin de votre carrière et de votre vie, sur votre lit de mort? Sinon, votre conscience, c'est le fait, j'aurais pas dû remettre ce type au service de tel pays qui l'a torturé jusqu'à la mort. Bon, vous en voulez. Alors, vous avez beau vous dire que c'est pour la République, pour la survie des gens, bon... Vous avez déjà refusé, vous? Sans rentrer évidemment dans le détail. Est-ce que vous avez déjà refusé des ordres? Ouais. Non. J'ai eu la chance de travailler dans un service qui faisait cette guerre contre le djihad de façon très soft et très en retrait, comme un vrai service de renseignement. Et donc, on n'était jamais confronté à des décisions de grande violence. Éric Rochant disait tout à l'heure à Mathieu Suc et Raphaël Mailly qu'il avait un embarras quand la fiction, évidemment, s'emparait du récit et pouvait donner l'impression que c'était vrai, de ce qu'il décrivait de la DGSE, que ça pouvait avoir un risque pour le service. Et je vous ai vu opiner un peu du chef pendant qu'il disait ça, parce que ça a allumé une lumière particulière en vous. Ça fait référence à quelque chose ou qu'est-ce qui vous a fait réagir à cette réflexion d'Éric Rochant? Quand j'étais jeune fonctionnaire à la DGSE, y compris nous-mêmes, on rigolait en parlant de James Bond, qui est l'espèce de figure tutélaire caricaturale, ridicule, pas crédible une seconde. Et personne, chez vos homologues policiers ou chez les étudiants qu'on pouvait rencontrer, ne croyait une seule seconde qu'on vivait en smoking, dans des voitures de sport. Et pour le martini, on pourra en discuter, mais pour le reste, non. Le bureau des légendes... Frappé et secoué, en revanche. Oui, bien sûr. Évidemment. Le bureau des légendes a tout changé, dans la mesure où, et Rochant le dit lui-même, et c'est ce dont on parle maintenant, ce faux réalisme, cette crédibilité des intrigues, du décor, de voir vraiment le boulevard Mortier, de voir le tramway qui passe le matin ou le soir devant les locaux du service, a répondu à l'intérêt croissant du public et du jeune public, celui qui passe les concours administratifs, celui qui devient militaire, celui qui veut devenir officier sous contrat. Et quand j'ai opiné du chef, c'est parce que je pensais aux étudiants de Sciences Po, que vous avez, que j'ai ou que d'autres ont, ouais. Et qui vous disent le bureau des légendes. Vous étiez au bureau des légendes. Comme on disait il y a 20 ans, vous étiez James Bond. Mais sauf qu'il y a 20 ans, on pouvait ricaner. Alors que là, il y a une phase d'explication en disant oui, mais non. Oui, mais non, parce que le bureau des légendes, c'est un métier très particulier du service, très minoritaire. Donc moi, je ne l'étais pas, évidemment. Mais c'est tellement bien fait, c'est tellement présenté comme étant bien fait aussi par toutes les campagnes de promotion qui ont lieu chaque printemps et qui auront lieu en septembre prochain, que ça infuse. Et la difficulté, elle est où? Elle est que les gens de la DGSE vous racontent qu'ils doivent parler à leurs stagiaires en leur disant arrêtez tout, partirez pas, vous n'aurez pas une fausse identité tout de suite, si vous en avez une un jour dans votre carrière. Les locaux sont ce qu'ils sont, la cantine est toujours bondée, et vous n'avez pas une structure d'une grande souplesse, vous avez au-dessus de vous 10, 14, 15 chefs qui vont tous vérifier un bout de ce que vous avez écrit. Donc, sans dire que ce soit un problème, parce qu'être populaire n'est jamais un problème, il y a 20 ans, il fallait convaincre les gens de venir au service, et maintenant, il faut les convaincre, quand ils sont là, que la réalité peut les décevoir, et que le quotidien sera celui d'une administration. D'autant que ça n'existe pas, un bureau des légendes. En tout cas, pas comme ça, pas sous ce nom, et pas avec ce mobilier très design. Après, on peut comprendre que pour les besoins de la fiction, il faille une unité de temps, de lieu. Tout à fait. Éric Rochant a été l'auteur d'un film remarquable, et très remarqué d'ailleurs, en 1994, qui s'appelle Les Patriotes. C'en est un autre service de renseignement qui était le service israélien du Mossad. Et il est, ça a été dit, et c'est su, c'est de notoriété publique, il est souvent diffusé aux recrues de la DGSE. Est-ce que vous avez fait partie de ceux qui ont eu à le voir quand vous y êtes arrivé? Et surtout, ce qu'on aimerait comprendre, c'est pourquoi il peut y avoir une telle influence, porosité, importance de montrer une œuvre de fiction comme celle des Patriotes, qui n'est pas la seule, je crois, à être parfois montrée aux recrues. Pourquoi celle-ci, d'Éric Rochant, a une telle importance dans ce qui peut être la fabrique de l'espion? Alors, Éric Rochant montre du renseignement humain. Pas d'analyse, pas beaucoup d'action. Il n'y a pas beaucoup d'actions spéciales, c'est pas spectaculaire. De mon temps, je vais prendre une voix chevrotante, mais on montrait quelques films aux stagiaires. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de documentaire.
Il n'y a pas de film d'entreprise, de choses qui vous diraient, regardez comme on est super fort, comme on est super bon, tout ce qu'on a réussi à faire. Et en particulier, les pompiers en opération ont des caméras, ont des GoPro, d'autres services d'intervention ont des GoPro pour faire des retex. Vous n'avez pas traité une source. Un retex, c'est un retour d'expérience. Une étude de ce qui a été fait pour voir ce qui s'est passé bien et mal. Vous n'allez pas aller voir une source avec une GoPro. Alors, vous me direz qu'il y a des caméras miniatures comme des micros qu'on a là, mais oui, bien sûr, mais quand même, on ne peut pas tout filmer pour plein de raisons, plein de bonnes raisons. Donc, il y avait ce besoin de montrer quelque chose. Et donc, on s'appuie sur la fiction. Alors, il y a eu d'autres films qui ont été montrés que Les Patriotes, il y a Le Transfuge, Dossier 51, des choses comme ça. Depuis 2012, la DGSE montre, à mon grand plaisir, Zéro Dark Sortie aux stagiaires. Nécessité absolue de montrer ce film, évidemment. Sur la capture de Ben Laden. Sur la capture de Bin Laden, et sur toute la traque, en fait, de Bin Laden. Pourquoi on monte Les Patriotes à la DGSE et pourquoi on ne montre pas Mobius du même Éric Rochant. Du même Éric Rochant qui est, vous le dites, raté. Qui est raté, tout à fait. Qui est intéressant, mais qui est raté. Parce que dans les Patriotes, il y a une séquence qui dure à peu près 1 heure de recrutement par les Israéliens d'un savant français. Et que c'est quasiment un cas d'école. C'est-à-dire, vous avez une approche de l'objectif, une identification de ses failles, et puis finalement, à un moment donné, on tente de le recruter, et puis ça a été bien fait, donc il est recruté, puis une fois qu'il est manipulé, on va essayer de le faire produire, en l'occurrence sur du nucléaire. Et donc, cette séquence... Le faire produire, ça veut dire amener de l'information. Oui, amener du renseignement. Pas d'information, du renseignement. Il y a des choses qui sont cachées, secrètes, et dont les Israéliens ont besoin dans le cadre du... C'est un champ lexical d'espion, ça, faire produire une source? C'était dans le bureau des légendes, à un moment donné, le directeur du renseignement le dit, et dit moi je vends du renseignement, je produis du renseignement, c'est mon business. Et effectivement. C'est comme, est-ce qu'il en a à en connaître? Il a à en connaître. Tout à ça fait. Aussi, c'est une phrase qu'on entend à Mortier. Pas qu'à Mortier, mais que vous entendrez aussi au GDSN. Ouais. C'est une phrase typique des gens qui gèrent du secret. Que vous pourriez envisager vous aussi. Vous n'avez pas à en connaître de l'enquête que vous avez pu faire sur un homme politique corrompu, sur une entreprise. Voilà. C'est trop sensible, j'en parle pas. Et alors, les Patriotes, c'est un exemple, donc, dites, pour le recrutement, la manipulation, la source, puisque c'est de la manipulation. Est-ce que c'est parce que ça fait appel au fameux principe Mice? Et est-ce que vous pouvez peut-être dire, pour ceux qui nous regardent, ce qui en sont les ressorts? Bon, c'est à la fois c'est à la fois un lieu commun et en même temps une vérité opérationnelle qui fonctionne. Considère de façon un peu abrupte que vous pouvez recruter quelqu'un, donc le convaincre de travailler pour vous, en agissant sur schématiquement sur quatre axes que vous pouvez combiner, qui vont, pour faire simple, être de l'argent, donc vous l'avez acheté, corrompu, c'est le M. Monnaie. Vous pouvez l'avoir convaincu pour des raisons idéologiques de travailler pour vous. La cause est sacrée, je n'aime pas mon gouvernement et je pense que vous faites le bien, très bien. La compromission, vous le tenez, c'est les fameuses photographies, les photos compromettantes, les vidéos compromettantes. Le compromat, pour reprendre. Exactement. Parler des vieille méthode russe qui fonctionne parfaitement. Ouais. Et puis le E, de l'ego qui repose sur la manipulation, le fait qu'on adore ce que vous faites, sans vous on n'y arrivera pas. On combine tout ça. J'en parle très facilement, mais c'est un métier. La manipulation, c'est un métier. Et avec ces 4 ressorts-là, en les combinant, dans le cadre d'opérations qui sont conçues, ça ne se fait pas de façon improvisée, qui sont conçues, qui sont amenées, les services de renseignement, partout dans le monde, y compris les services de renseignement policiers intérieurs, vont pratiquer ça pour recruter des sources humaines, évidemment. Et les Patriotes reposent sur un recrutement qui repose à la fois sur la compromission et de l'ego. C'est-à-dire qu'initialement, Jean-François Stévenin, donc le savant atomiste français, est approché et valorisé par quelqu'un qui est plus riche que lui, qui est un Britannique très élégant, qui a des fréquentations très, très élégantes, fameuse premier rôle de Sandrine Kiberlin dans mon souvenir. Et puis, à un moment donné, une fois que ça a été amorcé finalement, et que Stévenin rentre dans la manipulation et est filmé en train d'avoir des relations adultérines avec Sandrine Kiberlin, ça y est, là il est ferré, et là on est sur la compromission. Et le jour où, une scène fameuse du téléphone, le jour où Stévenin dit à son épouse, j'ai fait une bêtise, il faut que j'arrête, je vais aller parler aux policiers, on le rappelle en lui disant, tu te souviens que tout le monde sait ce que tu as fait et qu'on peut le montrer à tout le monde. Voilà. Ça c'est la compromission. C'est pas très élégant, c'est pas des choses nécessairement très discutées moralement dans les services de renseignement. On sait pourquoi on fait ça.
Au fond, c'est un peu ce qu'un réalisateur comme Rochant, avec Les Patriotes ou d'autres, ou le Bureau des légendes font. Ils nous recrutent, nous, mais spectateurs. Ils nous séduisent. Ils nous séduisent. Alors, vous faites un parallèle qui, évidemment, parle à notre cœur, à Mediapart, à un moment dans l'ouvrage, entre le travail du renseignement et le journalisme. Et le journalisme d'investigation, vous dites, au fond, il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Et ça m'a inspiré une réflexion qui est au cœur de notre discussion sur la représentation par la fiction et surtout par l'image, le cinéma ou les séries télévisées. Parce qu'elles ont ceci en commun en France, et la discipline du journalisme et celle du renseignement, d'être très peu montrées dans la culture populaire française. Pour le renseignement, c'est vrai qu'on a beaucoup été enfermés dans une représentation qui, de la barbouzerie, des barbouzes, ou au SS 117 de la rigolade. Alors, vous citez un certain nombre de films qui essayaient d'avoir une approche un peu plus réaliste, documentaire avec des guillemets. En fait, c'est exactement la même chose pour le journalisme français, qui est, contrairement à la mythologie américaine, on pourrait parler de vieux films comme Violence à Parcros jusqu'à Spotlight, en passant par les hommes du président. En France, le journalisme est assez peu représenté également. Comment vous expliquez, pour ce qui est votre parti, celui du renseignement, ce déficit culturel en quelque sorte français à montrer ce monde du secret avec une approche de réalisme, fût-il fictionnel? Alors, sans vouloir jouer les Calimero ou les victimes, le renseignement a longtemps peu intéressé. C'était sale, c'était au service des intérêts les plus obscurs et les moins légitimes de l'État. On parlait de barbouzerie, on parlait de corruption. Donc, il y avait la France-Afrique, c'est ça? Ce genre de choses un peu délicates. Et donc, ça n'intéressait personne. On voyait de temps en temps apparaître des espions en marge d'histoire politique. Ou alors dans le rôle de gros bras. C'est le fameux Jos Beaumont de Belmondo dans Le Professionnel. C'est un film très distrayant, mais bon, c'est quand même le degré zéro de l'analyse du renseignement au cinéma. Même si c'est un film par ailleurs mythique, mais voilà, c'est ce que c'est. Ça n'intéressait pas. C'était sale, c'était finalement très compliqué. Et je pense qu'il y avait effectivement une appétence très faible des Français pour le sujet, considérant que le renseignement, que les espions en particulier, étaient un mal nécessaire. Voilà, on a besoin d'espions pour faire des trucs dans les anciennes colonies, pour aller serrer la main au diable, dans les montagnes du Liban ou ailleurs. Mais bon, voilà, c'est pas intéressant, c'est pas glamour. Pour la presse, c'est pareil. Moi, je montre à mes enfants 1000 milliards de dollars, le film d'Henri Verneuil. Un des rares. C'est un des rares films, qui est par ailleurs très lié au film de Pakula sur le Washington Post, sur l'affaire du Watergate. Mais on en trouve peu des films. Avec Patrick Devers. Avec Patrick Devers, avec toute une bande d'acteurs français de l'époque remarquables. Ce sont des films compliqués aussi. Parce que finalement, qu'est-ce qui est facile à montrer de renseignement à l'écran? C'est de courir partout avec une voiture de sport, ou pour des films spectaculaires, pas réalistes, mais bien faits, comme la série de Jason Bourne, des espèces de surhommes qui distribuent des pains sans jamais se blesser, sans jamais avoir mal. Inspiré des ouvrages de Robert Ludlum. Tout à fait, tout à fait. Enfin, inspiré et grossi. Poursuivi, grossi, au burin même. Montrer le renseignement de façon réaliste, c'est ennuyeux. Alors, les romans de Graham Greene ne sont pas nécessairement haletants. Les romans de John le Carré, moi je les lis en faisant des schémas. Parce que voilà, quand vous voyez La Taupe, l'adaptation récente du roman éponyme de John le Carré. Avec Gary Oldman. Ouais. Avec Gary Oldman, c'est incompréhensible. La première vision, on dit mais qui fait quoi? Alors c'est quasiment une œuvre d'art tellement c'est incompréhensible. L'enquête analytique de renseignement n'est pas intéressante. Donc comment on la montre par les policiers, avec une enquête criminelle. Mais ce que disait Rochon était très juste, c'est-à-dire que l'enquête policière, le polar, c'est sur un fait divers, sur un crime. À la fin, la résolution du crime clôt l'histoire. Là, en l'occurrence, sur du contre-espionnage, du contre-terrorisme, vous pouvez arrêter une taupe, tuer ou faire tuer un terroriste, le combat continue. Donc c'est une lutte sans fin permanente. Les journalistes permettaient, et nous permettaient, enfin me permettent moi par exemple à Sciences Po, de montrer ce qu'est le renseignement. Les hommes du président, c'est un film modèle. Je ne vois pas de différence dans la vie quotidienne entre le duo Bernstein, Woodward, le fameux Wunstein, le mélange des deux, là, le binôme génial, et la vie quotidienne d'un analyste d'un service de renseignement. Sources complexes, recoupement, pression de la hiérarchie, est-ce qu'on diffuse, est-ce qu'on ne diffuse pas, ce que vous savez parfaitement faire ici. Est-ce qu'on diffuse pas, à quel moment on le dit?
Alors, il nous reste 2 minutes et je voulais vous faire réagir, parce que c'est au cœur du Bureau des légendes, je ne dirais pas une fascination, mais une appétence, une attirance, et on est au cœur de la complexité dont vous parlez, dans le Bureau des légendes, qui est celle de la trahison. La trahison de Malotru, alors au profit d'un service allié d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si c'est moins grave de trahir pour un service allié ou si c'est aussi grave que trahir pour un ennemi. Et je suis venu avec un ouvrage de l'immense George Steiner et des écrits qu'il avait fait pour le New Yorker. Il a beaucoup écrit, pas que, mais sur les services de renseignement, en tout cas sur l'univers du secret. Et je voulais juste vous faire réagir à une phrase de lui sur la trahison. Je cite, « La dualité naissante est le démon de l'agent secret. Comment pourrait-il en être autrement? L'art de l'espionnage repose sur l'intimité avec la partie épiée. L'agent doit se fondre dans la cité ennemie. Le briseur de code s'insinue dans le cœur labyrinthique du codeur. Je saute. Piégé dans la mystérieuse toile de sa couverture, enfumé, démasqué, l'agent de renseignement se voit souvent offrir l'échappatoire d'une seconde trahison. » Est-ce que la trahison, c'est le risque permanent de l'agent? Est-ce que c'est la face cachée, la face sombre qu'on a toujours à l'esprit quand on fait ce travail, par proximité avec son sujet? Vous avez 2 heures. Ça ne suffira pas. Tout dépend du sujet. La trahison est une inquiétude permanente de la structure en elle-même, quelle qu'elle soit. Culturellement, un service se protège d'abord du monde extérieur dans lequel il travaille, parce qu'il sait que le service d'en face fait la même chose et tente de pénétrer. À titre individuel, est-ce qu'un djihadiste va vous séduire par son projet politique et social, sa violence, ce qu'il fait? Peut-être pas. Est-ce que vous pouvez être séduit par le projet idéologique, les fameux transfuges britanniques de la guerre froide, la bande de Burgess, Blunt et toute la Philby. Ouais, formidable récit sur Anthony Blunt, Kim Philby. C'est la question de la trahison, c'est la question de votre aussi éthique personnelle. À quel moment est-ce que vous allez considérer que vous travaillez du mauvais côté? Ou que la lutte que vous menez n'est pas celle que vous vouliez mener, qu'elle n'est pas juste? C'est la question, si on va jusqu'au bout, de la résistance. Est-ce que vous trahissez un système qui est légitime par sa légalité, par le fait qu'il ait été adoubé par le Parlement, ou est-ce que vous le servez fidèlement, ou est-ce que vous considérez qu'il est, tout en étant légal, parfaitement insupportable? Il y a des gens qui ont trahi pour la Corée du Nord. On imagine que le réveil a été brutal. On a eu à une époque toute la vague des détournements d'avions vers Cuba. J'ai choisi la liberté, on va à Cuba, on en revient un petit peu déçu quelques années plus tard. C'est un questionnement, effectivement. On le voit dans les forces armées. Vous savez qu'il y a quelques djihadistes qui ont été militaires français. Donc on est susceptible de combattre 2 ennemis, celui de l'extérieur et puis celui qu'on a en nous-mêmes. On est censé contrôler sa propre puissance. On va terminer sur ces mots-là. Merci beaucoup Yves Trottignon. Je rappelle l'ouvrage dont vous êtes l'auteur, Politique du secret, regard sur le Bureau des légendes. C'est aux presses universitaires de France, au PUF.